Bonjour et merci d'être présent ce soir. Euh, on n'est pas en famille mais presque parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour d'Artemisia, soit qui soient étudiants en ce moment ou qui l'aient été il y a quelque temps. Donc c'est un grand plaisir de vous avoir tous ici au Salon du Patrimoine. Le thème d'aujourd'hui c'est Artemisia 25 ans aux côtés des peintres, chantier Europe Formation. Et nous serons ensemble pendant 1 heure. Et nous aurons à nos côtés des représentants du secteur de l'artisanat et des entreprises, en la personne de Claude Cutajar, à ma droite, secrétaire général de la CAPEB Grand Paris, et de Jean-Claude Marzanas, gérant de l'entreprise Solis, et représentant de la section peinture de la même CAPEB. On est là à la fois pour fêter les 25 ans d'Artemisia, puisque c'est en octobre 98 que les statuts de l'association ont été créés et déposés auprès de la préfecture de Paris. Mais aussi, et vous le savez, si on est aujourd'hui au Salon du Patrimoine, c'est parce que depuis 2 ans, nous avons mis en œuvre un partenariat Erasmus autour justement du patrimoine bâti et du métier de peintre du patrimoine bâti. Alors, ce que je vous propose, c'est de très rapidement vous dire où on en est par rapport à ce projet. Ensuite, on reviendra sur le partenariat avec la CAPEB, sur la nécessité d'avoir des entreprises à nos côtés pour pouvoir faire des formations qui soient en phase avec le marché du travail, avec les besoins sur le terrain et sur les chantiers des entrepreneurs et de leurs clients. Et puis ensuite, je ferai une rétrospective des 25 ans d'Artemisia. Vous avez déjà pu commencer à voir. J'ai passé une dizaine d'heures hier à récupérer toutes les photos qu'on avait sur le disque dur des 25 dernières années. Donc vous allez, elles sont en lecture aléatoire, mais certains d'entre vous se reconnaîtront à des âges divers et variés. Après cette rétrospective sur les 25 ans d'Artemisia, les invariants et puis les adaptations que nous avons dû faire pour pouvoir continuer d'être présent ici aujourd'hui, je reviendrai sur les projets internationaux, sur le nouveau projet Erasmus Culture et Citoyenneté qui démarra en janvier, et puis surtout sur la fin du projet Peintre Eurocalif et sur le travail d'analyse des compétences et comment il découle ensuite sur un travail de certification. Voilà. Alors très rapidement, le projet Peintre Eurocalif, il est mis en œuvre par 4 partenaires, 4 pays partenaires. Artemisia Formation, donc centre de formation dédié au métier de la peinture depuis 1998. L'Entesene Escola Edile, donc c'est l'école de la construction de Sienne, qui elle a un peu plus de 30 ans et fonctionne comme nous beaucoup sur les chantiers écoles et travaille sur l'ensemble des métiers du bâtiment, dont les métiers de la peinture et peinture décorative. Nous avons aussi l'IFA PME, donc c'est la structure qui gère l'ensemble des métiers de l'apprentissage, donc des formations en apprentissage pour la région wallonne en Belgique. Et avec eux, dans le courant du projet, ils nous ont amené un autre partenaire qui est l'AWAP, l'Agence wallonne du patrimoine. Et nous avons donc fait un chantier école à l'abbaye de la Paix-Dieu, au centre des métiers du patrimoine de la région wallonne. Donc on a fait ça, c'était en juin de cette année. Et puis le 4e partenaire, c'est l'IDEC, qui est une structure spécialisée dans la qualité, dans les process qualité et dans l'accompagnement des structures d'éducation en Grèce, au Pirée. L'objectif du projet Peintre Eurocalif, c'est de rendre visibles les métiers intermédiaires du patrimoine bâti, donc les personnes qui travaillent sur les chantiers. Et c'est particulièrement de mettre en visibilité le métier de peintre du patrimoine bâti, avec en résultat finaux du projet
un référentiel de compétences, des formations internationales qualifiantes, des cours en ligne et un kit d'exposition pour donner à connaître les métiers, qui est un kit d'exposition numérique, c'est-à-dire qu'on peut prendre des fichiers gratuitement sur le site peintredupatrimoine.com, qui est la plateforme du projet, et on peut l'exposer où l'on veut, à travers toute l'Europe. Donc ce sera le cas ici au Salon du patrimoine. Demain, nous ferons l'inauguration de l'exposition Travailler sur les chantiers du patrimoine bâti sur notre stand H13, salle Le Nôtre. Monsieur le Président de la CAPEB, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et au niveau de Peintre Eurocalif, nous avons travaillé à mettre en place un référentiel des compétences du peintre du patrimoine. Et pour valider ce référentiel et surtout le concrétiser ensuite en parcours de formation et de certification, nous avons, après 3 chantiers écoles internationaux, l'un qui a eu lieu dans un Drôme provençal au château de la Touche, l'autre en Italie à Sienne au Palazzo Piccolomini et le troisième à l'abbaye de la Paix-Dieu en région wallonne. Nous sommes allés au Pirée en octobre, une semaine, pour travailler sur la définition des compétences et calibrer l'épreuve finale de la formation qui aura lieu en France, mais aussi en Italie et en Belgique. Et cette semaine s'est poursuivie ensuite par une semaine de travail à Artemisia qui a été réalisée par le peintre en décor et peintre du patrimoine Fabrice Pajot, ici présent. Et donc ça, je vous le montrerai en fin de conférence, le panneau que nous avons réalisé et comment nous pensons qu'il permet de valider l'essentiel des compétences du référentiel. Nous avons eu la chance sur la semaine en octobre au Pirée d'avoir à nos côtés le secrétaire général de la CAPEB. Et je crois que c'est la marque d'un partenariat et de la force d'un partenariat qui existe maintenant depuis 15 ans, je crois. Puisque c'est en 2005 que nous sommes rapprochés de la CAPEB, à un moment où Artemisia... c'était une année phare d'Artemisia, puisque c'est une année où nous avons décidé d'être certificateurs. Et nous sommes rapprochés donc de la CAPEB, qui nous semblait être le partenaire idéal, puisqu'on sait que dans les métiers de la peinture, 9 entreprises sur 10 en France ont moins de 5 salariés. Donc on est bien sur un métier d'artisan, métier de compréhension sur le chantier, à chaque fois avec des impondérables. Donc on est vraiment dans la définition de l'artisanat. Et ça a été un partenariat qui a été noué par Martine Ortega, qui était la directrice d'Artemisia et fondatrice, avec M. Anthony Adjipanayotou. Et M. Kutajar était déjà secrétaire général à l'époque. Adjoint. Et les années sont passées, mais le partenariat est resté. Et je voudrais demander à M. Kutajar, justement, peut-être 2 choses. D'abord, de nous parler de ce partenariat, comment il est vécu du côté de la CAPEB. Et ensuite, puisqu'on est au Salon du patrimoine, quels sont les accompagnements que vous réalisez à la CAPEB sur justement le secteur du patrimoine bâti? Bonjour à toutes et à tous. Je reconnais parmi vous certaines personnes qui étaient avec nous à Athènes. Donc je ne citerai pas tous les prénoms. Donc le partenariat avec la CAPEB, il est non seulement fidèle, mais il est continu. Parce qu'il y a des gens qui sont fidèles, mais temporairement. Cette fidélité, elle a été, je dirais, indéfectible. Je me souviens de la première rencontre qui avait lieu lors d'un salon sur l'emploi. Et ensuite, très très vite, on a mis en place ce qu'on appelle un chantier école. C'est-à-dire que le bâtiment de la CAPEB qui est situé au 28 bis rue Sorbier, que certains d'entre vous connaissent, hein, puisque le partenariat, c'est pas uniquement l'accompagnement sur les projets, c'est également aussi recevoir parmi vous des stagiaires qui sont devenus ensuite des peintres qui se sont installés et qui sont accompagnés au quotidien par la CAPEB dans le cadre traditionnel de la section que préside M. Marzana. Donc ce soutien-là, il s'est très vite concrétisé par un chantier école. La marque Artemisia, elle n'est pas uniquement artistique, elle figure même au pied de l'ascenseur, et puis également dans le bureau du président. Et le président a continué
les projets qui avaient été initiés, notamment dès qu'on a entendu parler du projet Peintre Eurocalif. Notre président ici présent, M. Thierry Gessé-Parmant, a souscrit et a donné la signature CAPEB pour soutenir ce dispositif, sachant qu'effectivement, étant donné la présence de l'IDEC, donc un organisme de développement, mais aussi en soutien des subventions européennes, on a tout de suite profité de l'occasion pour être présent à double titre, sachant qu'à titre personnel, je pouvais aussi m'y rendre. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la parenthèse enchantée que fut celle d'octobre, où j'ai vu en même temps le groupe belge, pas tout à fait belge pour certains, mais le groupe belge, italien aussi, assez en pointe, et aussi français. Donc je pense à Sylvia, Hassan et d'autres. Mais ça a été en immersion profonde la possibilité de voir en action le projet devenir un véritable dispositif. Je me souviens de l'énumération des 20 compétences qu'il faut pour être peintre du patrimoine et aussi des questions pièges sur le chanvre, je parle de mémoire, qui font de ce dispositif et surtout du titre un élément à faire valoriser. Et c'est pour ça qu'au Salon du patrimoine, c'est tout à fait le lieu idéal pour à la fois en parler, le diffuser et bien évidemment se rencontrer. Alors il y a eu un point d'orgue, c'est quand on était présent auprès d'un parterre d'étudiants et on a présenté groupe par groupe quelles étaient les actions à la fois individuelles mais aussi communes qui se rejoignaient dans le dispositif. Donc la CAPEB est présente grâce aussi à Artemisia, parce qu'on était un peu jaloux l'année dernière. Il faut remercier aussi le président. Donc on est à vos côtés au sens propre comme au sens figuré, et on est aussi présent au Salon du patrimoine, malgré la demande qu'on a exprimée auprès de notre confédération. Et pour ça, il faut remercier à nouveau notre président et les élus. Donc on est avec vous de tout cœur, mais aussi de toute action. Un grand merci. Concernant les actions... Et concernant les actions de la CAPEB sur le patrimoine? Alors, si nous, on est présent, bien évidemment, c'est pour être à vos côtés, mais aussi parce que notre confédération a mis en place sur le niveau national un titre certifiant, mais ce qu'on appelle, nous, un CIP, une carte d'identité professionnelle, qui permet de valoriser tous ceux qui travaillent dans le cadre du patrimoine. Alors, pour nous, le patrimoine, ça commence... un petit peu avant 1949, et après on descend effectivement, mais on a beaucoup d'artisans qui ignorent qu'ils travaillent sur le patrimoine. Ils ont une vision encore certes noble, mais aussi trop liée à des siècles précédents concernant le patrimoine. Donc tout à l'heure, Fabien citait le nombre d'entreprises artisanales du bâtiment et leur proportion qui dispose d'ouvriers, mais il faut savoir que beaucoup d'entreprises travaillent sur le patrimoine sans le savoir. C'est un peu les messieurs ou mesdames Jourdain, parce que maintenant il faut dire aussi mesdames, Jourdain, non pas de la prose, mais du patrimoine. Donc ce titre-là, il est fait pour les accompagner et puis surtout pour les faire valoriser auprès des collectivités, mais pas uniquement, mais aussi auprès des acheteurs privés. Il y a un souci au niveau de l'écran. Je vois Sébastien. Et donc, l'idée, c'est de rendre identifiables dans leurs compétences des artisans qui travaillent sur le patrimoine, sachant qu'il y a 3 niveaux, et on le retrouve au niveau d'un site internet qui s'appelle Patrimoine du bâti. Donc, on ne se contente pas aussi de les valoriser, mais également de les rendre facilement identifiables à travers l'annuaire de ce site. Et on a également, là aussi, grâce au président, une autre action un peu plus particulière, parce que les pouvoirs publics soutiennent, au sens financier, tous ceux qui travaillent dans l'artisanat d'art, et il y a un crédit d'impôt métier d'art. Là aussi, c'est un crédit d'impôt qui est méconnu. Nous, on ne l'a pas découvert, mais simplement, on a constaté qu'il était peu mis en œuvre, notamment, encore une fois, par des artisans qui, lors de leurs travaux, peuvent obtenir, dans la mesure où il y a une masse salariale, un remboursement de ces frais par le biais de l'administration fiscale, qui elle-même ne connaît pas tout à fait bien le dispositif. Donc, c'est pas la première fois qu'on explique qu'il y a des sachants ce qu'ils devraient savoir. Et il n'y a pas que l'administration fiscale. Je me souviens que les notaires, c'était la même chose quand on déclarait insaisissable la résidence principale de l'artisan. Mais bon, mais donc on est là aussi pour expliquer le travail qu'on fait au quotidien pour toutes les entreprises artisanales du bâtiment, qu'elles travaillent ou non dans les métiers d'art.
Oui, et nous, on le sait du fait que vous recevez assez régulièrement des anciens d'Artemisia qui se mettent à leur compte et qui peuvent bénéficier de vos accompagnements, notamment sur le plan juridique et sur le plan de tout ce qui est comptable. C'est pour ça qu'ici, il y a 3 privilégiés, Sylvia, Hassan et Fabrice, que j'ai reconnus et que j'ai rencontrés à Athènes. Donc effectivement, dans l'artisanat, vous pouvez devenir très rapidement apprenti, puis salarié, et puis vous avez vocation, puisqu'il y a un ascenseur social, à devenir chef d'entreprise. Le président ne me démentira pas, mais c'est ce cycle-là que l'on connaît. Et donc on accompagne toutes les entreprises artisanales du bâtiment, de leur création à leur transmission. Et on organise pour ça le deuxième mardi de chaque mois, ce qu'on appelle un mardi contact, pour expliquer le travail effectué par la CAPEB. Et Geneviève Vermacora, ici présente, participe à cette présentation, sachant qu'on a aussi un atelier, parce que très souvent, on pouvait être très compétent en termes techniques, mais avoir quelques difficultés en matière de gestion d'entreprise. Ce n'est pas M. Marzana qui a participé à l'atelier de gestion qui me démentira. Donc l'objectif, c'est vraiment de soutenir et d'accompagner, mais aussi de beaucoup désacraliser, et aussi ne pas rester dans un régime ou un statut, ça dépend où on se situe, du micro-entrepreneur. Vous avez vocation à devenir, pour certains d'entre vous, hein, si c'est votre choix, des vrais chefs d'entreprise qui dominent et qui maîtrisent pas uniquement leur métier, mais également leur activité. Merci beaucoup pour ce rappel des services que vous proposez. Moi, j'invite les stagiaires et les anciens stagiaires d'Artemisia à se rapprocher de la CAPEB. C'est l'un des 2 syndicats d'entrepreneurs du bâtiment et il représente les intérêts du secteur. Merci Claude. Je voulais aussi demander à Jean-Claude Marzana s'il pouvait présenter ses fonctions en tant que représentant de la section peinture et aussi vous remercier puisque vous avez participé à l'enquête que nous avons faite sur notre profil de peintre du patrimoine et que vous avez répondu avec... C'était une formation, moi je trouve que c'est une formation vraiment très intéressante pour le peintre, je dirais de formation, qui a besoin de... Enfin, ça va le valoriser, c'est ça qui m'a tout de suite intéressé. Et je trouve que en plus, il y a réellement une demande, comme le disait M. Cutajar, il y a réellement une demande, même de la part des architectes, qui recherchent des peintres et des entreprises qualifiées dans le bâtiment ancien, même s'il ne s'agit pas de patrimoine ou de monuments historiques, ils ont affaire toujours à des constructions anciennes et il manque parfois, ils ne savent pas où s'adresser. Et si on multiplie donc ce type de formation dans les petites entreprises comme la mienne, par exemple, eh bien, on donnera plus de choix aux architectes d'accéder à des compétences. Très bien. Et vous, au niveau de la section peinture, du coup, vous représentez les entreprises de peinture de toute la région Île-de-France ? Voilà, de toute la région, enfin Paris, Île-de-France. Et on fait le lien, en fait, entre ce qui existe et ce qui est mis à disposition des entreprises pour les aider à mieux travailler, à se former, etc. Donc c'est une mission que j'ai prise là en cours de route. Donc je la connais pas parfaitement, mais le but, c'est de vraiment aider les entreprises à travailler mieux, à trouver des solutions, toutes sortes de solutions pour améliorer leur qualité de travail, pour améliorer leur rendement, pour améliorer leur marché. Voilà, trouver du marché. Enfin, voilà, tout est ouvert en fait. D'accord. Très bien. Je suis désolé parce que j'étais pris avec les photos. En tout cas, Jean-Claude, vous avez répondu à l'enquête. D'autres personnes d'entreprises de la CAPEB ont répondu à notre enquête sur l'intérêt d'avoir des peintres du patrimoine tels qu'on les avait conçus sur les profils. Et je vous en remercie parce que c'est ce qui donne aussi une crédibilité, une validité à notre travail, en sachant qu'Artemisia, on a toujours travaillé comme ça.
on a toujours travaillé sur des référentiels qui se faisaient auprès des entreprises. Avant même d'être certificateur, quand Artemisia a été créé, on s'est rapproché des ateliers de décor, parce que c'était vraiment la spécificité qu'on visait au départ. Donc aussi bien M. Camuset de l'atelier Camuset qui expose au salon ici, ou M. Mériguet, qui était encore à l'époque le gérant de l'entreprise Mériguet-Carrère, avait répondu à notre référentiel. Et donc on a continué cette méthodologie 25 ans après avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense qu'on peut applaudir la CAPEB. Merci. Alors, je vais vous parler d'Artemisia. Après, je ne suis pas historien. Moi, j'ai intégré Artemisia en 2004. Donc, je vais faire à partir de ce que j'ai su par transmission, notamment transmission orale, de la part de Martine Ortega, qui était la fondatrice d'Artemisia. Artemisia a été créée en 98 sur une idée force. Et l'idée force que l'équipe initiale a mise en place, c'était de s'ouvrir au sensible, d'accueillir le sensible, de permettre au sensible de s'exprimer dans le champ professionnel. Ça signifie quoi? Ça signifie que là où c'est souvent le travail qui nous choisit ou qui nous exclut, nous, on a souhaité que ce soit les personnes qui choisissent leur travail. Et on s'est dit que la possibilité de travailler là où se trouve le beau, où se trouvent les couleurs, où on peut agencer les textures, c'est souvent des options qu'on s'interdit quand on est jeune. Et on a voulu donner cette possibilité aux personnes qui n'avaient pas pu le faire dans leur premier parcours professionnel. Donc permettre aux personnes d'aller vers le beau et par le beau, d'utiliser le beau comme un levier de formation et de transformation qui permettent à la fois de gagner sa vie, mais aussi de s'épanouir au travail, de donner du sens au travail. Et ça, c'est vraiment l'idée force d'Artemisia. C'est ce qui a été à l'initiative. Mais derrière les idées forces, il faut des personnes. Et il y a eu plusieurs personnes à l'initiative d'Artemisia, mais je vais m'arrêter sur une belle personne, qui était Martine Ortega, qui était la fondatrice de l'école et qui nous a quittés il y a 3 ans. Elle a créé Artemisia, mais il y a quand même une filiation, il y a une généalogie avant, et là je pense que je vais, pour beaucoup d'entre vous, vous apprendre d'où vient vraiment la structure. Dans les années 90, Martine Ortega était chargée de mission pour le ministère du Travail. À l'époque, c'était Martine Aubry qui était donc ministre du Travail, et elle avait fait appel à Bertrand Schwartz. Bertrand Schwartz, c'est le président de l'association Moderniser sans exclure, qui avait pour but, vu qu'on voyait bien que la société allait vers de plus en plus d'automatisation, de plus en plus de numérique, qui avait pour but de permettre aux personnes qui allaient être exclues du monde du travail, des possibilités d'embauche, finalement d'y retourner, d'y rester, de s'y maintenir. Et il avait notamment aussi été à l'initiative des missions locales, parmi d'autres choses. Bertrand Schwartz a donc lancé une recherche-action dans le cadre du ministère du Travail, dans un programme qui s'appelle le programme des nouvelles qualifications. L'objectif était dans cette recherche-action de mettre en synergie les entreprises, les centres de formation et l'État, donc les pouvoirs publics, pour faire en sorte que les formations, d'une part, n'aillent pas uniquement aux formés, puisqu'on sait que c'est un biais de la formation, que c'est souvent les plus qualifiés qui vont consommer le plus de formation, donc permettre à des personnes qui ne vont pas à la formation ou qui ne se forment pas de se former. Mais aussi, le but était de créer des formations qui permettent à des personnes qui n'avaient aucune qualification de se qualifier et de rester sur le métier. Donc il fallait trouver des métiers qui aillent en phase avec la réalité du marché du travail. Et c'est en travaillant avec certains centres de formation que Martine Ortega
a intégré une école qui n'existe plus, qui s'appelait Mikado, et où elle a d'abord été chargée de mission pour le ministère du Travail, puis y a été directrice quelques mois. La structure a dû fermer, et il y avait des groupes de stagiaires qui allaient rester en plan, en cours de formation. Et donc l'État a demandé à Martine Ortega de penser à poursuivre l'action, mais de le faire à sa manière. Et donc elle a relevé le défi, et elle a créé l'association Artemisia en octobre 1998, avec des actions qui ont démarré en janvier 1999. Donc voilà pour l'histoire et la généalogie qui a présidé à la création de la structure. Après, la fondatrice n'était pas seule, et elle n'était pas peintre. Donc quand je dis qu'il faut des personnes, il faut une idée comme celle que je vous ai dite au départ, de permettre à toute personne, à tout un chacun, de se qualifier dans les métiers de la peinture, dans les métiers du beau, ça peut fonctionner qu'avec des personnes d'une certaine trempe. Et donc, il y a eu une équipe, on va dire, de pionniers qui ont accompagné Martine Ortega, qui ont dit Banco, on te suit dans l'aventure, et qui l'ont accompagné. Certains d'entre eux sont là aujourd'hui encore, continuent d'être nos super transmetteurs, les formateurs, ceux qui donnent du sens à Artemisia, ceux qui en sont le cœur. Il s'agit de Chantal Guérin, qui est ici présente et qu'on peut applaudir. Philippe Fagot, je crois que sur les 3000 stagiaires qu'on a formés en 25 ans, il y a peut-être une ou deux personnes qui ne sont pas passées par les fourches codines de Chantal, mais je crois que personne a pu échapper à Philippe. Chantal Mani, qu'on va applaudir même si elle n'a pas pu venir parce qu'elle est coincée dans le train. Qui ont été assez rapidement suivis d'autres personnes. Tahar Reza, qui après une formation à Artemisia, qui a été magasinier. Nordine Boussiadi, qui est toujours encadrant technique chez nous. Et tant d'autres qui nous ont rejoints après, Solène Delahousse, Sonia Lafage, qui est présente avec nous et qui... Lenny Di Grigoli, qui a été stagiaire, formateur, CIP. Et puis tant d'autres, Merita, Awoli, Clémentine qui a donné les cours de français, Nadia qui est notre comptable depuis plus de 20 ans. Voilà. Et ce que je voulais vous dire sur le démarrage d'Artemisia, aujourd'hui ça fait 25 ans qu'on est là. On est là parce qu'il y avait une formule initiale qui était la bonne, je pense, et qu'ensuite on l'a adaptée. Cette formule initiale, c'était quoi? C'était d'avoir des formateurs qui soient des professionnels en activité, des gens qui connaissent leur métier et qui retournent sur le terrain. Pourquoi? Parce que si on veut former des personnes, et c'était le cas vraiment des nouvelles qualifications, qui n'ont jamais touché un pinceau, qui n'ont parfois pas été à l'école, tout autant que des personnes qui sont en reconversion qui ont été avocats au barreau de Paris ou qui sont sur des postes de cadre dans le tertiaire. Il faut vraiment pouvoir s'adapter à l'ensemble de ces personnes. Donc ce qu'on a mis en place, nous, c'était prendre des formateurs qui sont des professionnels en activité et qui apportent la connaissance du terrain, qui sont toujours en veille et vont donner ces codes au fur et à mesure des cours. C'est aussi être le plus proche possible des réalités de chantier. Et donc, au départ, on était plus qu'aujourd'hui sur vraiment des formes de chantier-école, parce que c'est aussi une formule qui était défendue par la région Île-de-France, ce qu'elle a cessé de faire dans les années 2007-2008. Et donc, on faisait énormément de chantiers-écoles. Aujourd'hui, on fait des chantiers d'insertion, on fait des chantiers d'apprentissage, et on continue de faire des chantiers-écoles, mais on faisait quasiment que ça à l'époque. Et donc ça, c'est important d'être dans ce qu'on appelle l'apprentissage contextualisé, c'est-à-dire être au plus près de la réalité du métier, tout en ayant le droit de se tromper. C'est l'avantage de nos formations. Et le corollaire qui va avec, c'est le temps. Avoir beaucoup de temps pour pouvoir
s'adapter au niveau du pédagogue, du formateur, pour s'adapter à chacun, tout en gardant à l'esprit que nous, ce sont des formations collectives. Ce qui est vrai aussi des chantiers qu'on réalise. On est rarement seul sur un chantier, on doit travailler avec d'autres corps de métier, etc. Donc on a essayé de reprendre les éléments qu'on trouve sur les chantiers et de les reproduire en formation, tout en tenant compte le fait qu'il faut que ce soit un parcours à la fois sécurisant et bienveillant. Et ça, c'est l'autre aspect, je pense, de la formule initiale, c'est d'avoir des enseignants qui ne sont pas élitaires, qui ne sont pas élitistes, qui sont ouverts à prendre le temps et à chercher le moyen d'enseigner et de trouver le déclic qui va permettre à la personne en face de prendre confiance et d'acquérir le bon geste. Ça peut prendre plus de temps avec l'un qu'avec l'autre, mais on finit toujours sur une période de 900 à 1200 heures de formation par trouver le moyen pour que la personne ait suffisamment confiance en elle pour trouver le bon geste et acquérir les codes d'entreprise et le métier. Donc ça, c'est pour moi l'invariant, vraiment la formule qui fait que ça fonctionne, avec cette dimension collective qui est vraiment importante chez nous à Artemisia. L'autre chose importante, c'est d'avoir une capacité à individualiser le parcours. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a à Artemisia parce qu'on est une structure de petite taille, de taille, on va dire, moyenne et autonome. Et cette indépendance qu'on a toujours chérie, je pense que c'est ce qui nous a permis de répondre à différentes crises qu'on a pu rencontrer sur les 25 ans, c'est obligé dans une association, d'autant plus que nous, on était au départ entièrement dépendants des financements publics. Donc il a fallu diversifier les financements et s'adapter, prendre le train en marche, par exemple le train de la certification. Si on n'avait pas choisi d'être certificateur en 2005, on ne serait pas là aujourd'hui, c'est très clair. Il a fallu, donc 2005, on a fait le titre de peintre décorateur, décoratrice en bâtiment. 2008-2009, dans le cadre d'un projet international, peintre Eurocalife déjà, mais qui s'appelait Les acteurs conduisent le changement, on a mis en place le titre de peintre en finition. Et ce qu'on mettra en place pour l'année prochaine, c'est le titre de peintre du patrimoine bâti. Voilà. Donc la certification est un autre atout qu'on a pu avoir, mais ça c'est vraiment d'adaptation. Et je crois que c'est vraiment cette capacité à répondre, parce qu'on est une petite structure, qu'on n'a pas une lourdeur administrative et qu'on est en veille sur les différents appels à projets, les différentes possibilités, mais aussi parce que nos formateurs nous apportent les informations du terrain, que toutes nos formations se font avec des stages en entreprise et que du coup, on va visiter les entreprises, que souvent un entrepreneur vient être jury chez nous et finit par être formateur. C'est ça qui fait qu'on a créé, si vous voulez, un écosystème qui fait qu'on peut avoir notion de ce qui risque d'arriver dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Et c'est ça qui nous permet, j'espère, de répondre correctement à la fois aux besoins des entreprises et aux besoins des stagiaires. Un exemple de ces adaptations, ça a été lorsque on a répondu à la demande du Club Méditerranée dans les années 2004-2005, qui voulait adapter leur formation aux décorateurs spectacles. Donc on a repris notre cursus de formation et on l'a adapté. On a été voir les professionnels du décor spectacle et on a mis en place une formation qui a fonctionné pendant 3 ans, financée par le Club Méditerranée. Et qui a ensuite... Il n'y a plus du tout de photos, ça marche pas. L'ordinateur ? Brancher le fil. Ouais, c'est ça. Vas-y. Il va falloir le remettre après. Et donc le Club Méditerranée, on a fait 3 ans avec eux. Quand ça s'est arrêté, on a continué de faire la formation. Et aujourd'hui, voilà, on a commencé ce matin la deuxième session de l'année pour 10 décorateurs spectacles sur une session de 8 semaines. Donc ça, c'était une première adaptation. Une autre adaptation, c'était de suivre la tendance sur tout ce qui était finalement retour à la terre, j'ai envie de dire.
Alors j'ai vu que sur votre stand à la CAPEB, aujourd'hui, vous avez fait des démonstrations de techniques à la terre pour faire du torchis. Nous, on a mis aussi en place des parcours de peinture rendu naturel. Euh, on a fait ça pendant quelques années. Et puis aujourd'hui, on est sur des parcours enduits à la chaux et fresques. Et je pense que l'autre chose qui a permis qu'on arrive à être ici aujourd'hui, c'est le fait qu'on se soit autorisé à sortir de nos frontières. Ce que fait finalement chaque stagiaire qui vient à Artemisia, chaque candidat qui vient à Artemisia, et qui, 95% du temps, ce sont des personnes qui viennent en projet de reconversion. Un peintre en bâtiment qui a vu des peintres décorateurs et qui a envie de pratiquer lui aussi le décor peint. Un artiste graffeur qui recherche aussi la possibilité de vivre, non pas de son art, mais en tout cas de ce qui le passionne dans son art. Et donc il vient voir chez nous les techniques pour pouvoir travailler sur du mur et être rémunéré en échange de son travail. Des personnes qui ont eu des velléités de peinture ou de dessin, de bande dessinée quand ils étaient plus jeunes, et qui voient la possibilité de transférer à la fois les compétences qu'ils ont mis en œuvre et leur passion par un métier concret, manuel, où ils vont pouvoir s'épanouir. Et donc c'est tout ce public qui vient à nous et qui est très divers et varié. C'est aussi ce qui fait la richesse d'Artemisia. En tout cas, c'est ce que moi je ressens, ce que je vis au quotidien depuis presque 20 ans maintenant. C'est cette diversité des publics qui vient chez nous. Mais ils viennent chez nous aussi parce qu'on a choisi des métiers qui sont à la croisée des chemins. Puisqu'on fait à la fois, on fait vraiment l'ensemble des métiers de la peinture. On fait la peinture bâtiment, la peinture décorative, la peinture du patrimoine, mais aussi le décor spectacle. On fait aussi maintenant la restauration et tout ce qui est enduit et peinture naturelle. Donc on a un éventail de possibilités qui nous permet de répondre aux demandes des entreprises. Quand l'entreprise Béchet nous a demandé de nous adapter à son parcours, on l'a fait et c'est de là qu'est venue ensuite notre formation de peintre en bâtiment. Et le fait d'être sorti de nos frontières, d'être pas resté dans notre 19e originaire, puisque nous avons, pour ceux qui ne connaissent pas les ateliers, nous sommes dans un ancien mont-de-piété avec une façade qui est inscrite, qui n'est pas classée mais qui est inscrite. Et c'est un très bel hôtel particulier que nous peignons et repeignons en permanence. C'est vraiment notre terrain de jeu et je crois que tous les 6 mois on peut revenir et on découvre de nouveaux décors. Sortir de ces frontières, c'est ce que fait chaque candidat qui vient nous voir et qui décide de changer de métier, qui passe le cap d'un fantasme ou d'une envie et qui désire réellement concrétiser. Donc ça nous engage, nous, comme centre de formation, à la fois dans le sérieux avec lequel on va traiter les personnes et dans la qualité de la formation qu'on apporte. Il faut que les personnes qui sortent de chez nous, elles soient avec les outils pour aller travailler sur le marché du travail, pas seulement pour y passer quelques mois, mais pour y développer leur carrière. C'est l'ambition que nous avons et c'est parce qu'on prend en compte aussi le fait que les personnes qui viennent chez nous, elles mettent beaucoup d'enjeux. C'est 9 à 12 mois de formation et c'est un nouveau métier. C'est souvent une perte de salaire au départ par rapport à la situation initiale. C'est un pari qui est fait et nous, notre responsabilité, c'est d'accompagner chaque personne sur ce pari en lui permettant de repartir avec plus d'outils que quand elle est rentrée et surtout plus de confiance en elle. Et on est sur des métiers qui sont des métiers qui s'incorporent. Donc il faut que les personnes elles repartent avec un métier en elles. On n'est pas sur des métiers qui s'apprennent par ordinateur. C'est vraiment des métiers qui sont dans la main, qui sont dans le regard, qui transforment la perception. Et c'est pour ça qu'on met tout le temps la formation de couleur en première, deuxième ou troisième semaine, parce que c'est le moment où le regard va se déciler et où, pour le reste de la formation, les personnes vont pouvoir avoir une grille de lecture différente de celle qu'elles peuvent avoir d'habitude, ne serait-ce qu'en se promenant, parce qu'elles vont voir différemment les choses. Et au fur et à mesure de la formation, ce regard va se compléter. Donc voilà le type de métier auquel on forme. Et
Et nous, on s'est un peu appliqué le même précepte que ceux, finalement, des personnes qui viennent à nous, en se disant on ne va pas rester à faire la formation uniquement celle qu'on nous demande de faire. Et donc, on a décidé d'aller sur l'international. Et dans cette international, on a commencé avec Equal, avec l'ACAPEB de la région Île-de-France, où on était simplement invité avec Arva, et c'était déjà pour valoriser les métiers du patrimoine. C'était en 2004-2005, et c'est la première fois que nous sommes venus au Salon du patrimoine dans le cadre de ces activités. Tout de suite après, on a enchaîné avec un programme régional qui n'existe plus, qui permettait de faire des expérimentations. Et nous sommes partis en Espagne, dans la région d'Extrémadure, à Cáceres, avec Sonia Lafage et Noelia Ramos, qui était traductrice, et trois autres personnes, Karine Martinet, Marie-Christine Kaiser, et je ne me souviens plus de la troisième personne. Enfin bon, c'était un aéropage uniquement féminin. Et nous sommes allés travailler avec une entreprise du patrimoine bâti de Cáceres qui était uniquement masculine. Et là, je peux vous dire que c'était le choc des représentations. Parce que quand j'ai annoncé à monsieur Peluche Ortega que donc l'entreprise, le chef d'entreprise, qu'il allait recevoir 5 femmes la semaine suivante qui allaient former ces maçons du patrimoine, il était sur le toit d'une église, il m'expliquait, et j'ai cru qu'il allait tomber quand il a compris. Quand je lui ai dit en espagnol que j'ai utilisé le féminin, il a dit « Comment ça ?» et puis tout s'est très bien passé. Les 15 jours se sont parfaitement bien passés. On y a travaillé le tas de l'acte. C'était une très belle aventure qui nous a vraiment confirmé dans l'idée qu'on voulait aller sur l'international. Ensuite, on est allé sur le projet Leonardo, peintre Eurocalif. Les peintres sont acteurs de leur changement. Et c'était avec la CAPEB déjà, comme partenaire, avec l'Ente Senese en Italie, avec l'IFA-PME, mais pas la même, celle du sud de la Wallonie. Et puis enfin avec l'Espagne, avec la région d'Extrémadure, puisque suite au premier chantier, on avait maintenu le partenariat. Ça nous a permis d'avoir notre titre de peintre en finition, et de là, nous avons eu des appels de l'île de la Réunion, qui est française, mais qui se trouve à quelques milliers de kilomètres quand même. Et nous y avons donc accompagné des formateurs, et nous allions faire les sessions de certification. Ça a duré quelques années. Et là, je ne vous parle que des projets qui ont fonctionné, parce que nous avions aussi des projets avec le Mexique, sur les enduits à la chaux qui n'a pas pu aboutir, dans la région du Yucatan, et avec le Cambodge aussi. Mais c'est pareil, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, c'est comme ça. Il faut souvent lancer plusieurs flèches avant d'atteindre sa cible. Et enfin, dernièrement, nous avons eu ce projet Peintre Eurocalif qui va toucher à sa fin. Là, en décembre, Peintre Eurocalif, le titre complet, Nolia, de Peintre Eurocalif, l'actuel. Restaurent leur savoir-faire. Les peintres restaurent leur savoir-faire. Voilà. Avec vous pouvez retrouver l'ensemble de ce qu'on a réalisé sur le site peintredupatrimoine.com. Et puis, vous aurez rapidement, début d'année, connaissance de ce qui va vraiment être concret pour certains d'entre vous, c'est-à-dire la formation de peintre du patrimoine qui commencera en septembre 2024. Je sais que j'avais dit au démarrage du projet que ça se ferait en septembre 2023, mais voilà, c'est souvent comme ça. On est souvent ambitieux, puis il faut après reporter un peu. Septembre 2024, on sera prêt et on aura une formation de peintre du patrimoine bâti à vous proposer. Quand on parle de peintre du patrimoine bâti, je rappelle que c'est bien la définition de la CAPEB que nous prenons pour définir le patrimoine, c'est-à-dire tout le travail qu'on réalise sur les habitations qui datent d'avant 1949. Pas uniquement les monuments historiques, puisque ce que nous avons appris en travaillant avec nos amis italiens pendant 2 ans, c'est que les notions et les représentations de patrimoine diffèrent vraiment d'un pays à l'autre. Et il a été parfois compliqué avec nos amis siennois de s'entendre sur le fait que pour nous, patrimoine bâti, ça n'est pas uniquement restauration de monuments historiques classés, inscrits et qui doivent passer par l'ensemble de la chaîne administrative avant d'avoir le droit de poser un pinceau sur un mur.
pardon de t'interrompre, Fabien, mais c'est vrai que quand on était en Grèce, quand on est intervenu pour la conférence devant les étudiants, on est revenu sur la définition du patrimoine. Et je voulais juste compléter hein, sur la partie de cette définition. C'est le patrimoine, c'est ce dont on hérite, encore une fois. Et sur le lieu où nous étions accueillis par les scouts grecs, il y avait la ville s'appelle, puisqu'on n'était pas à Athènes même, mais on était dans sa banlieue qui s'appelle Néophaliro. Il y avait beaucoup d'habitations puisque l'endroit où nous étions était auparavant un ancien lieu de villégiature pour les Grecs. Il y avait de nombreux bâtiments pour ceux qui l'ont observé, puisque on allait d'une taverne à un café du coin. Je me souviens de Guillaume en train de chercher du bon café, mais on passait devant des habitations, des demeures qui malheureusement étaient abandonnées et qui font partie du patrimoine et qui dataient effectivement d'avant 1950. Mais cette définition qui est donnée, enfin je la répète parce qu'elle parle en soi, c'est ce dont on hérite. C'est pas uniquement des monuments historiques. Merci pour ce complément. La durée de la formation pour une entreprise? Alors, les durées de formation, en fait, ça varie vraiment en fonction de la personne, de ce qu'elle maîtrise déjà. Chez nous, il y a plusieurs options. Quelqu'un qui vient en contrat d'alternance, il va faire 500 heures de formation, tandis que quelqu'un qui va suivre la formation complète, ça peut aller de 840 jusqu'à 1200 heures. Ça dépend de plusieurs facteurs. Un, le financement. Malheureusement, c'est comme ça. Les prérequis, enfin pas les prérequis, mais l'expérience qu'a la personne. On ne va pas lui faire des choses qu'elle sait déjà faire. Et ensuite, ça dépend aussi de la modalité. Chez nous, on a les chantiers d'insertion qui sont sur 1 an. Et sur 1 an, il y a 550 heures de production, 550 heures de formation. Les entreprises, certaines utilisent leur plan de compétences. Donc elles ont des financements. Mais ça peut se limiter à quelques semaines en fait par rapport à l'enveloppe qui est mise en place. Et après, il est possible de faire la formation qualifiante avec ses salariés sur 1200 heures, mais qui vont se répartir sur plusieurs années. Voilà. L'ouvrier va quitter son entreprise. Quelques semaines, voilà, c'est ça, quelques semaines dans l'année. Après, l'autre possibilité, c'est toujours dans le cadre de ces formations qualifiantes, c'est de construire ensemble le parcours hein, et de faire en sorte qu'il y ait une personne qui soit libérée de l'entreprise et une autre à un autre moment pour que l'entreprise soit pas en difficulté. Voilà. Ça marche ? Ok. Merci à vous. Pour terminer sur la partie internationale, nous avons un nouveau projet Erasmus qui a été accepté cette année et qui s'appelle Culture et citoyenneté. L'objectif étant de travailler avec la Turquie, la Lettonie, l'Italie et la France. Là, on va plutôt travailler sur quelque chose qui est une spécificité, je pense, d'Artemisia. On est parti des cours que donne Chantal, en fait, au départ, de culture liée au décor. D'ailleurs, c'est les cours que tu donnes cette semaine. Qui ont été mises en place après quelques années. Hein. Artemisia, ça n'a pas été fait immédiatement. Au départ, on a fait des cours d'histoire de l'art. Et puis, quand on s'est rendu compte que beaucoup de gens s'endormaient pendant le cours, on s'est dit on va faire autre chose. Et donc, culture liée au décor, c'est à la fois de l'histoire de l'art, mais c'est aussi aller visiter des musées, aller visiter des châteaux, aller visiter des endroits, des quartiers, et avoir un guide qui ne soit pas uniquement un guide touristique, mais un professionnel du métier qui peut apporter un regard de décorateur sur ces endroits. Là, je crois que les 3/4 de l'assistance savent de quoi je parle. Pour les cours de culture liée au décor, on s'est dit que ça serait bien de poursuivre ça, parce qu'on s'est quand même rendu compte que ça permet aussi de continuer dans l'idée de brassage d'expérience. Et nous, on a quand même à Artemisia 50 nationalités qui se côtoient chaque année. Donc on s'est dit que c'était une richesse qu'il fallait avoir en tête et qu'il fallait aussi peut-être se poser la question à un moment donné, surtout sur le métier du bâtiment, de comment une personne s'approprie son métier. Elle s'approprie à la fois d'une façon technique, elle s'approprie aussi en ayant un affect.
Et l'affect, il se crée sur le territoire où l'on travaille. Et donc l'objectif de Culture et Citoyenneté, c'est de créer des parcours de découverte sur le territoire, en prenant une entrée métier. Donc sur Paris, on va sans doute faire des parcours art déco, puisqu'on a un patrimoine art déco qui est assez important dans la ville. Nous, on le sait parce qu'on a travaillé avec Paris Habitat. D'ailleurs, je crois qu'il y a une représentante de Paris Habitat qui est présente ici et qui est un de nos partenaires historiques. Paris Habitat, ça fait depuis 2005 qu'on travaille ensemble et qu'on réalise des chantiers d'insertion. Souvent dans des endroits qui sont les HTBM, les habitations très bon marché, qui étaient avant les HLM, et qui sont tous de la période Art déco de Paris. Donc l'idée, c'est de travailler sur ces parcours-là ici, et de travailler aussi avec la Turquie. On va travailler avec Bursa, la 3e ville du pays. Eux, c'est l'ensemble des musées de la ville avec lesquels on va travailler, donc la coordination des musées, sur comment on fait venir des publics qui ne sont pas forcément attirés par les musées, comment on arrive à leur faire passer la frontière et rentrer dans les musées. Donc ça, c'est le futur.